c'était difficile pour moi. Et avec mes quelques camarades, c'était aussi difficile pour nous. Et on se plaignait à la fac. On était venu rendre des devoirs et on se plaignait. Donc on arrive, on se plaint vraiment, monsieur, vos choses là sont trop difficiles. On ne comprend pas. Pourtant on travaille. Et il nous dit, vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de faire des maths ou faire les devoirs? Vous parlez de foot et vous parlez des filles. On a dit oui, c'est exactement ça qu'on fait. Il a dit bon, ok, trouvez un temps quand vous n'êtes pas en train de faire des devoirs, un truc obligé. Trouvez du temps pour parler de maths et faites juste ça. Ne faites pas 4 choses en plus de ce que vous faites. Et on a fait ça. De cette pratique est né un groupe d'études et ça a changé la façon de faire parce que j'ai vu les maths prendre de plus en plus de place dans ma vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Avant toute chose, merci pour vos écoutes et vos messages. Vous avez réservé un accueil chaleureux au podcast et ça fait vraiment plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rinel Foghen, chercheur à l'université de McGill. Rinel travaille dans le domaine des probabilités. Plus particulièrement, il s'intéresse aux jeux à champ moyen. C'est une théorie qui étudie des systèmes où des agents interagissent les uns avec les autres, mais d'une façon bien particulière. Ils vont avoir tendance à considérer la foule des agents dans son intégralité plutôt que de se focaliser sur les comportements individuels, c'est-à-dire les agents pris un à un. Dans cette théorie, on dit que les agents sont échangeables, c'est-à-dire si on échange l'identité de 2 agents, la dynamique générale n'en sera pas affectée. Comme d'habitude, on est revenu sur le parcours de Rinel. Il a grandi au Cameroun, dans le système bilingue puis anglophone, et se destinait au départ à devenir ingénieur électronicien. C'est un terrible échec en mathématiques qui a changé sa destinée. Et vous allez découvrir comment il en est arrivé alors à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ses études l'ont conduit à faire un master MathMod, une sorte d'Erasmus, mais pour les étudiants du monde entier. Il nous expliquera en détail le fonctionnement de ce programme. Dans sa carte blanche, Rinel nous présente les approximations de Padé. C'est un outil qui permet d'approcher certaines fonctions compliquées de façon plus simple et qui a le bon goût de rester efficace dans la durée, c'est-à-dire qui ne se dégrade pas trop avec le temps. Enfin, les mathématiques sont extrêmement vastes et d'un point de vue extérieur, on peut avoir du mal à réaliser à quel point. Rinel et moi, nous venons de 2 communautés différentes. Moi, je suis une EDPiste, c'est-à-dire que j'étudie des EDP, équations aux dérivées partielles, un type d'équation particulière dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent avec Nastasia. Et Rinel, c'est un probabiliste. Il étudie les probabilités. Une image que j'aime bien utiliser, c'est visualiser 2 danseurs professionnels, mais qui ne pratiquent pas du tout la même danse. Alors oui, bien sûr, on va avoir des choses en commun. Le fait de devoir beaucoup s'entraîner, devoir travailler sa forme physique, travailler sa souplesse, apprendre des chorégraphies, etc., etc. Mais pour autant, chacune de nos danses a ses spécificités. Pour schématiser, on va dire qu'une danseuse de hip-hop ne travaille pas exactement les mêmes muscles qu'un danseur de salsa. Mais dans le cas de Rinel et moi, ce n'est pas aussi éloigné. Un peu comme si on pratiquait de danse latine, lui et moi par exemple. Dans les premières minutes de notre entretien, juste avant qu'on parle de son parcours, on discute justement du fait qu'on appartient à 2 communautés différentes, mais entre lesquelles il existe un certain nombre de ponts. On parle notamment d'EDP stochastique, la stochasticité étant ce qui se produit par l'effet du hasard. Vous imaginez bien que c'est pile à l'intersection entre ma communauté d'EDP et la sienne de probabilité. Notre échange est peut-être légèrement technique par moment à cet endroit, mais je l'ai volontairement laissé. D'abord parce que certains d'entre vous ont les outils un peu plus avancés pour le comprendre en détail. Et pour les autres, vous découvrirez ce que ça donne quand 2 chercheurs de 2 communautés différentes se rencontrent et parlent de maths, ou autrement dit, quand un danseur de tango rencontre une danseuse de salsa et qu'ils parlent danse. Bonne écoute! Moi je relis bien mes trucs. Alright! Eh bien écoute, on est bon. Let's go! C'est parti! Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rinel Foghen, qui est donc post-doctorat à l'université de McGill au GERAD, groupe d'études et de recherche en analyse des décisions et du CIM, Center for Intelligent Machines. C'est bien ça? C'est bien ça.
Et donc Rinel, comment est-ce qu'on se connaît? Eh ben, on s'est rencontrés pendant la thèse. Je crois que tu es arrivé 1 an moi j'avais déjà commencé depuis 1 an quand toi tu as démarré Tout à fait. et on avait un groupe de doctorants, assez soudés. On a bien profité tous ensemble. On s'est bien soutenus dans les moments où c'était un peu plus compliqué et donc c'est dans ce cadre que je t'ai rencontré et après on a un petit peu perdu le contact. On s'était pas revus depuis, ma soutenance, je crois. Et Mhm. l'année dernière, tu m'as gentiment, invitée à donner un exposé sur un de mes travaux. Donc pour les auditeurs qui suivent attentivement le podcast, c'est un de mes travaux avec ma toute première invitée, Nastasia Pouradier-Dutheil. Et donc bah, ça a été l'occasion de reconnecter, ça m'a fait plaisir. Et donc quand j'ai lancé ce projet, je me suis naturellement dit que ce serait intéressant de t'avoir comme invitée parce que je trouve que ton parcours est vraiment, bah, il y a plein de choses intéressantes à discuter et puis en plus j'aime bien les maths que tu fais donc c'est la parfaite occasion. Merci, c'est super. C'est un plaisir aussi d'être ici. Merci de l'invitation. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que là, moi, je suis en France et chez moi, il est 15h40, mais toi, tu enregistres à Montréal. Il est quelle heure chez toi? 9h40. OK, ça va, je te prends pas au saut du lit. Non, non, c'est super. C'est très bien. J'ai les idées claires. Je suis un matinal. Donc, Bon, bah, parfait. OK, bon, écoute, alors je vais rappeler un petit peu comment se découpe l'émission. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours. mhm. Heu et ensuite, on va passer un peu plus de temps sur le métier de chercheur et après on finira avec, ta carte blanche. Alors je suis particulièrement contente de te recevoir parce que toi tu fais des probas et que les probas c'était mon premier amour. À la base, je m'étais dit que je ferais bien une thèse en proba et puis le hasard a fait que finalement j'ai fait des EDP et j'adore les EDP, je suis très contente. Mais j'ai toujours un rapport particulier aux probas donc je suis très contente de recevoir un probabiliste dans cette émission. Merci. Ouais. Les probas, c'est cool. Les EDP, c'est aussi cool. Et il y a beaucoup de ponts entre les probas et les EDP. Donc, je crois pas que C'est tu vrai. sois trop loin. Ouais, Non et effectivement, c'est vrai que ces 2 communautés, heu, j'ai l'impression souvent qu'on regarde les mêmes choses, mais pas forcément de la même façon. exactement. Mmh Il y a des ponts entre les deux. et non seulement des ponts, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui font les 2 en même temps, quoi. Qui vraiment, il y a tout un pan de la théorie, des EDP stochastiques, qui est pas mal, actif ces dernières années. Ouais, ça c'est super. C'est mettre des bruits sur les EDP directement. Est-ce que tu Donc, pourrais expliquer ce que c'est qu'un bruit? Juste pour donner une idée. euh, ok, un bruit, c'est juste un processus aléatoire. Le processus est aléatoire, ça veut dire qu'on a du mal à anticiper, on a du mal à savoir, on a du mal à prédire quel sera son prochain état. Imaginez, une particule qui avance, on va faire l'exemple le plus simple, qui est sur une Mhm. ligne droite et qui peut aller à gauche ou à droite et elle peut aller à gauche avec une certaine probabilité et à droite avec une certaine probabilité et donc à chaque, étape, elle décide si elle va à gauche ou à droite et ça fait un chemin. Ça, c'est un premier exemple de marche aléatoire qui peut être une première étape pour familiariser avec la notion de bruit. Mhm. Exactement. Donc oui, ça c'est la marche aléatoire, c'est l'exemple de base. C'est la limite donc de cette marche aléatoire qu'on appelle le mouvement brownien. Donc oui, ça c'est ça. Le cœur vraiment, c'est l'idée de probabilité, l'idée de c'est aléatoire, on ne sait pas. Il y a plusieurs possibilités et il faut traiter l'analyse en tenant compte de toute cette possibilité. OK, alors on va délaisser les maths quelques secondes, mais bien sûr, on va y retourner pour, s'intéresser un peu plus à toi et ton parcours. Donc, tu m'as envoyé quelques infos pour que je prépare, l'émission et donc, faisons un bond dans le temps et revenons en Hmm. 2008 au Cameroun. Dans quelle ville? En 2008, je vis à Douala. À Douala, OK. Donc on est en 2008 à Douala et tu obtiens ton GCE Advanced Level. Donc c'est l'équivalent du baccalauréat pour le système anglo-saxon, c'est ça? C'est ça. Donc ça veut dire qu'en gros tu as fait le lycée anglais, américain, anglais ou américain, je sais pas. C'est anglophone. Au Cameroun, on a deux systèmes. Système anglophone, système francophone, parce qu'on a deux langues officielles, héritage historique.
Et donc, le D'accord. système éducatif se fait en deux langues et il y a deux façons, deux curriculums. Et certains collèges et lycées font en fait un mélange, le système bilingue. Mais tu peux faire le système bilingue. Moi, j'ai fait le système bilingue jusqu'au collège. Au lycée, tu dois choisir. Parce que au lycée, ça y est, ça devient trop lourd. Les enfants ne peuvent plus suivre les deux systèmes en même temps. Et moi, j'ai choisi justement le système anglo-saxon ou Ah donc anglophone. c'est toi, c'était un choix de ta part d'être Oui, resté dans le oui, système anglophone? D'accord et exactement. pourquoi plus l'anglophone que le francophone? Ah, ça, je sais très bien. Je voulais pas rédiger. Voilà. Ça, vraiment. Parce que je voulais plus faire de dissertation, je voulais plus faire d'argumentation. Il y avait moins de matière, il y avait pas de histoire géo, etc. Il y avait juste, parce que au lycée, on doit choisir. Les gens prennent maximum 5 matières dans le système anglophone et tu choisis, en fait. Donc, si tu aimes les maths, la physique, la chimie, les sciences, tu fais seulement ça. Mmh. Et dans le système francophone, tu faisais les deux. Donc, tu faisais les maths, la physique, puis tu faisais aussi l'histoire géo, etc. Et moi, je voulais pas avoir à écrire des longs textes dessus. Euh, donc, dès que le choix est arrivé, euh, j'ai une fois bondi dessus. Donc, je n'ai pas hésité. Donc, c'était ça le cœur principal de la décision. Et du coup, donc tu as l'air de dire que tu avais des options à choisir. Quelle option tu as choisie, pour ton l'équivalent de ton bac? Maths, physique, chimie, maths avancées. Ah, donc déjà très axé sur les maths. Donc ça m'amène directement à ma prochaine question. Quel était ton rapport à cette matière au lycée? Au lycée, vraiment, c'était pas. Pour moi, les maths, c'était un outil. C'était un truc qui me donnait des formules, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la physique. Donc, j'ai toujours aimé la physique, j'ai toujours aimé les problèmes concrets. Et puis, au Cameroun, si tu veux, à cette époque-là, les parents nous poussaient à être ingénieurs, avocats ou médecins. Donc, ingénieur, c'était ça mon truc, donc je visais ingénieur. Donc, moi, la physique m'a toujours été préférée. Les maths, c'était un outil. Alors, c'était un outil, mais est-ce que quand même c'était un outil que tu appréciais? Non, non, je l'appréciais pas beaucoup cet outil. Je peux pas dire que j'avais une passion folle pour les maths au lycée, au collège. D'accord. Et du coup, est-ce que tu étais bon quand même en maths? Quel était ton niveau? Oui, oui, j'étais bon en maths. Ça se passait bien. J'avais souvent des 14 sur 20, 16 sur 20, jamais plus. Souvent des 12, rarement moins de 12. Donc, je crois que j'étais bon. Ouais. OK. Je comprenais les règles à appliquer, je comprenais les opérations à faire. Euh, Comme je travaillais aussi, donc les cours, je les suivais, j'étais attentif, donc j'arrivais à valider les examens. Donc à ce stade, si je comprends bien, tu envisageais plutôt la carrière d'ingénieur. Exactement, Est-ce exactement. que Je savais même ce que j'allais faire, ingénieur électronicien. Donc ah j'allais faire des téléphones. et Donc alors ça, c'est d'où ça sortait ce métier? Pourquoi ingénieur électronicien? parce que j'étais impressionné par le téléphone filaire chez nous. Donc et d'ailleurs cette impression est venue après une autre expérience physique où tu vois l'expérience des gobelets avec le fil entre les deux, où vous mettez très loin. Donc, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais mes profs de physique ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse faire des expériences. Et ça, c'était fascinant pour moi. C'est-à-dire, comment est-ce que la voix se transfère comme ça et tout. J'apprends que le son passe mieux dans certains matériaux. Et donc, quand je rentre à la maison, je regarde le téléphone, je dis, c'est la même chose. Ça. Il y a un fil ici, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai démonté le téléphone de la maison. Euh, Tes parents ont dû apprécier? On m'a rappelé à l'ordre, on m'a rappelé que les factures, jeune homme, tu les payes pas. Donc, mais donc c'est ça que j'allais faire. J'allais apprendre comment ça fonctionne et j'allais faire ce travail-là. C'était ça le rêve. OK et alors, est-ce que quand même tu connaissais déjà à ce stade les métiers de la recherche ou pas du tout? Ou c'est venu Pas plus du tout, tard? pas du tout. Mmh. Ouais, je connaissais pas Mmh. du tout ouais, zéro. J'avais aucun contact avec la recherche. Euh, pour moi, en fait, tout ça, euh, c'était un émerveillement.
Donc, il y avait des trucs qui existaient, il fallait juste que j'apprenne. J'avais aucune conscience que les gens découvraient, en fait. Donc, il y avait des choses qu'on ne savait pas et qu'il y avait une corporation, un métier, une profession de gens qui allaient chercher ces choses-là. Donc, j'étais juste émerveillé et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, à quoi tu avais candidaté? Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire dans le supérieur pour atteindre ton objectif? Ouais, mon master plan, c'était les écoles polytechniques. Voilà, Ouais. leur prestige était arrivé jusque dans ma ville, à Douala. Donc, c'était extrêmement clair. J'allais faire les écoles polytechniques. Au Cameroun, il y a alors, à l'époque, il y avait une seule école polytechnique, l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et donc, j'allais faire ça. Et j'allais faire les polytechniques à l'étranger. Et à l'époque, l'endroit qui avait un bon aura, un bon prestige chez nous, c'était le Canada. Et donc, j'allais faire des applications pour des candidatures pour les écoles d'ingénieurs polytechniques à Montréal, par exemple. Donc, c'était ça, en fait. Mais c'était polytechnique dans ma tête parce que c'est là-bas, c'est le prestige, tout ça. Alors, ça veut dire que c'est sur concours, l'école polytechnique de Yaoundé? Oui, c'est sur concours, oui. Dès la première année. Et tu rentres en équivalent L1 chez nous, première année de C'est ça, licence. c'est ça. Oui, chez nous, on n'a pas les Ok. classes préparatoires. Je sais Mhm. qu'en France, il y a le système classe préparatoire. Chez nous, il n'y a pas les classes préparatoires. Donc, quand tu as ton bac, tu prépares le concours l'année. Donc, juste après, avant même de savoir que tu as le bac, tiens. Donc, tu fais les examens de fin d'année, tu vas présenter le concours. Et si tu as le bac et tu as réussi le concours, bah, tu entres en L1. Ok. Et pour le Polytechnique de Montréal aussi, c'est un concours? Non, là, c'est sur étude de dossier parce que tu es à distance. Euh, donc, tu vas sur le site web, tu télécharges les trucs, tu mets maintenant les notes, étude de dossier, quoi. Voilà. Et puis, tu attends, tu espères que le service des admissions trouve ton dossier crédible. Et voilà. Ok. Et donc là, le suspense nous tue. Tu as candidaté à Polytechnique Montréal et Polytechnique Yaoundé. Et qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Polytechnique Montréal, donc d'abord la bonne nouvelle, Polytechnique Montréal accepte. Donc, je suis Ok. pris. Mon dossier est bon. Et puis Polytechnique Yaoundé, échec fatal, total. D'ailleurs, donc d'ailleurs, je le sais même qu'il y a un échec parce que quand je fais l'épreuve de maths, Ah. donc je fais l'épreuve de maths et il y avait l'épreuve de physique d'abord. J'ai fait l'épreuve de physique, j'étais hyper content, vraiment, j'adorais. J'avais bien compris les problèmes de changement d'énergie potentielle en énergie kinétique. J'étais hyper content. Je rentre avec ma maman, je la saoule avec tout ce que j'ai bien fait. Je sors de l'épreuve de maths, je sais que que c'est pas qualitatif. Et je me souviens très bien, ma mère me dit, on sait jamais, peut-être que ça va réussir, ne sois pas si déprimé. Et je me souviens avoir pensé, s'ils me prennent avec l'épreuve que j'ai écrit là, c'est que ce qu'on dit sur les polytechniques au pays là. Ah oui, donc c'était à ce point l'épreuve. Oui, non, 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 j'étais, tu vois le genre que, euh, je crois que je connais la racine de ça. C'est que c'est le Polytechnique que Yaoundé, en fait, ils sont beaucoup calqués sur le système francophone. Donc, les contenus étaient beaucoup calqués sur ce que les gens qui préparaient le bac francophone avaient en tête. Donc, par exemple, dans le système francophone, on fait beaucoup d'analyse de fonctions. Euh, donc, il faut pouvoir tracer la fonction, il faut pouvoir, et c'est des fonctions extrêmement pas intuitives. Donc, c'est pas les fonctions que tu as l'habitude de voir dans les programmes. On te met bien une fonction bien étrangère. Euh, et ça, par exemple, de système anglophone, on fait pas trop ça. C'est beaucoup de séries, beaucoup de convergences, beaucoup de topologie. Et donc, voilà, j'étais largué sur les projets. Je sais que j'étais largué. Et comment je sais que j'étais largué, c'est quand tu commences un exercice, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice, euh, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice. Là, vraiment, j'ai su que c'était bon. Et après, tu commences à tacler tous les points que tu peux tacler. Ok, C'est mais ça. après, ceci étant, tu avais peut-être probablement pas été complètement bien préparé pour ce concours. Les concours, souvent, c'est quand même un peu un formatage, donc
Oui, oui, oui. Mais je pense aussi que c'est juste que les maths, même de façon générale. Donc non, non, je sais que c'était la sous-préparation. J'étais clairement pas à niveau pour cette épreuve. Ça, je ne me trompe pas. Je sais que j'étais pas à niveau. Et donc, du coup, tu rebondis de la façon suivante. Tu intègres l'université de Boya, donc université anglophone, où tu y obtiens un Bachelor of Science, qui est l'équivalent de la licence chez nous, hein, les 3 premières années de post-bac. Et donc, alors ça, comment tu l'as intégré et dis-nous comment ça rebondit un petit peu sur ton échec. Oui, oui, je n'ai pas le concours de Polytechnique Yaoundé. Je suis admis à Polytechnique Montréal, mais il y a des contraintes de ressources. Donc, je ne peux pas aller au Canada pour suivre ces études-là. Et donc, je suis extrêmement triste. Mais comme je suis aussi très conscient que c'est mon niveau en maths qui fait défaut, la règle est très simple. Je vais aller à l'université, je vais m'inscrire en maths et ils vont voir ce qu'ils vont voir. L'année prochaine, ce concours, je l'ai, tu vois. Et donc, je m'inscris en maths, c'est naturel. Quelle université? La seule université anglophone. Ah, tu vois le lien avec l'inscription en maths. Ben oui, en fait, tu te retrouves à faire une filière de maths parce que le concours que tu voulais faire pour faire complètement autre chose, c'est en maths que tu as échoué. C'est ça, exactement. Et donc, Excellent. ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais revenir super fort en maths. Quelle université choisir? Je sors du système anglophone, donc la seule université anglophone à l'époque. Aujourd'hui, il y en a une autre. Et donc, c'est celle-là où je vais, elle est à 2 heures de Douala. C'est encore parfait. Donc, si la vie d'étudiant est trop difficile, en 2 heures, je suis chez ma mère et je, je suis à la maison. Donc, c'était parfait. C'était net comme choix. Et c'était quoi? C'était sur dossier pour rentrer, Oui, l'inscription? pareil, c'était sur dossier. Tu faisais des choix. Ils étaient censés vous sélectionner. Donc, tu faisais 3 choix et choisissais pour toi. Mais en fait, quand ton dossier est bon, on te donne le premier choix. Donc, j'avais un bon dossier, des bonnes notes. Donc, on m'a donné le premier choix. Comment est-ce que tu as vécu la transition du lycée à l'université? Parce que c'est quand même une sacrée étape. Au lycée, alors je connais pas le système anglophone, mais je suppose que c'est pareil, ça fonctionne par classe, il y a beaucoup de contrôle continu, un suivi, des petites classes, des petites promos, et hop, on te lance dans le grand bain, qui est l'université, où on est quand même bien moins suivi. Donc comment est-ce que C'est ça ça. s'est passé pour toi? Sur les cours en eux-mêmes, c'était aussi facile parce que d'abord, c'est des maths, donc il y a pas, c'est pas les amphis. Alors la première année, les amphis c'était 300, donc on était 300. Deuxième année, ça s'est réduit drastiquement, on était un peu moins de 100. Mais déjà 300, c'était plus petit qu'ailleurs. Les amphis en droit, par exemple, ils étaient souvent 2000. Donc souvent, oui, souvent. Donc ça allait beaucoup mieux. Il y avait un staff qui nous suivait beaucoup. On avait les équipes des TD étaient super. On faisait des travaux dirigés. Les, les moniteurs de travaux dirigés étaient super au taquet. Si j'étais tenté par ne pas suivre, ne pas venir à un cours et tout ça, je me disais toujours bon Rinel, rappelle-toi, c'est pas censé être facile et surtout tu as un objectif là de faire un concours, donc vraiment sois concentré. Ah oui, parce que c'est vrai que là, on en est toujours à la première année et tu as toujours en tête de faire cette année pour repasser ton concours. C'est ça. C'était l'autre garde-fou. Donc j'avais deux garde-fous, le staff qui était extrêmement sérieux et le deuxième garde-fou qui était euh, le concours et tout ça sur fond de le cadre familial qui tenait bien. Donc dans mon cas, je crois que j'étais bien encadré. OK. À quel moment ton plan a changé? Parce que moi, j'ai la suite de l'histoire et je vois que tu n'as pas fait une année, mais 3 années à l'université de Boya. Qu'est-ce qui s'est Hmm. passé? Je tombe amoureux des mathématiques. C'est littéralement ça. On ne peut pas dire autre chose. C'est juste ça. C'est juste, je suis tombé amoureux. Et il y a un pivot qui se passe, c'est que pour moi, les maths, ce n'est plus juste un ensemble de règles pour calculer, un ensemble de formules. Ça devient, j'aime écrire des démonstrations. C'est ça qui se passe. Et je peux identifier
les deux déclencheurs, les deux personnes, parce que on aime les maths, mais autre chose qui revient aussi souvent quand on parle à des mathématiciens ou quand on se parle entre nous, c'est un professeur ou quelqu'un par qui ça passe. Donc, il faut une médiation. Donc, moi, j'ai eu deux médiations, euh, un prof et un camarade. Et je me souviens très bien d'eux. Et d'ailleurs, ils venaient du système francophone. Les deux ils avaient fait leur secondaire dans le système francophone. Et je pense que ça vient aussi du fait que en France, par exemple, voilà, c'est le pays des maths. Il y a une passion folle pour les maths là-bas. Donc, le système francophone aussi au Cameroun a hérité de cette passion pour les mathématiques, qui va de pair avec l'idée de généraliser, qui est ce que beaucoup de mathématiciens aiment faire. Un des réflexes, c'est comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise. Et donc, les deux personnes, c'est vraiment un prof et un camarade. Et le prof, c'est le professeur Nana Cyril. Euh, si jamais il entend ça, coucou prof. Et lui nous enseignait l'analyse complexe. Et deux choses m'ont porté, il m'a lancé. C'est avec lui que j'apprends à écrire des démonstrations. Et c'était une phrase très simple, hein, c'était euh, quand tu veux commencer une démonstration, écris ce que tu vas démontrer. Donc, si tu veux, par exemple, dire que un ensemble est fermé, écris, je vais prendre une séquence, une suite, ou voilà, une séquence et séquence qui convergent et je vais montrer que la limite est dans l'ensemble. Et donc, c'est un exemple de ce que ce prof nous a dit. Donc, il nous a Donc, en dit... gros, ce que tu es en train de dire, c'est que il insistait sur le fait que quand on te demande de montrer quelque chose, tu commences par identifier, caractériser la façon dont tu vas le démontrer. Exactement. Donc, tu l'écris et voilà, tu le caractérises avec tes propres mots. Voilà, il exigeait ça dans ses démonstrations. Et ça, au départ, je trouvais que c'était embêtant. Pourquoi? Parce que je savais déjà ce que j'allais démontrer. Donc, pourquoi tu me demandes de faire ça? Mais en fait, plus je faisais ça, plus j'aimais, tu vois. Donc c'est par là que l'amour est aussi passé. C'est parce que je savais ce que j'allais faire, j'avais plus de clarté, voilà, je comprenais mieux, j'aimais des démonstrations plus difficiles. Donc je me disais, j'étais pas sûr que j'allais y arriver. Quand je caractérisais ça et que j'y arrivais, il y avait des papillons. Voilà, feu d'artifice. Ah, j'y suis arrivé, etc. Et puis, il y avait un deuxième truc qu'il nous a dit qui était très clair parce que bien sûr, c'était difficile pour moi. Et avec mes quelques camarades, c'était aussi difficile pour nous. Et on se plaignait à la fac. On était venu rendre des devoirs et on se plaignait que vraiment, je me souviens, c'était sur le principal value. Il y a, c'est un système, une valeur principale. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, parce que c'est une université anglophone. Quand on calcule des intégrales, il y a Si, une c'est ça, quantité qu'on valeur appelle principale. la valeur principale. Ouais. Et nous, on avait du mal à comprendre ce que c'était. Donc on arrive, on se plaint vraiment, monsieur, vos choses là sont trop difficiles, tout ça. On ne comprend pas, pourtant on travaille. Et il nous dit, vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de faire des maths ou faire les devoirs? Vous parlez de foot et vous parlez des filles. C'est un groupe que de garçons. On a dit oui, c'est exactement ça qu'on fait. Il a dit bon, ok, trouvez un temps quand vous n'êtes pas en train de faire des devoirs, un truc obligé pour la fac, donc faire un devoir, être en classe, trouver du temps pour parler de maths. Et faites juste ça. Ne faites pas 4 choses en plus de ce que vous faites. Et on a fait ça. De cette pratique est né un groupe d'études dans lequel des filles ont rejoint. Donc c'était un groupe d'études mixte, c'était pas un truc seulement de garçons. Et ça a changé la façon de faire parce que j'ai vu les maths prendre de plus en plus de place dans ma vie, de façon à ce qu'on a produit un groupe d'études. Moi, on se voyait pour chaque matière 2 heures par semaine. Donc rien que ça, juste on était dans le taxi, on parlait d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'exercice là, etc. Après un semestre, on a décidé, bon, tiens, on va faire un groupe d'études d'ailleurs, voilà, retrouvons-nous à tel endroit chez moi, on parle de ça. On n'a pas de devoir à faire ou à rendre, c'est juste on parle de ça. Et c'était super cool. C'est un super conseil, ça. Ouais, professeur Nana Siri. Ces deux conseils là, ces deux actes qu'il a posés sont les médiations, m'ont donné les moyens pour
découvrir la beauté des maths et tomber amoureux des maths. Puis il y a eu une autre médiation, ça c'est un camarade, Kamga. Ouais. Et Kamga, lui, c'est un camarade. Il a fait la L1, après il était là en Afrique du Sud. Donc on a juste fait la L1 ensemble. Et lui, je me souviens bien, euh, lui, je travaillais avec lui pour les exercices, pour les devoirs. Et pourquoi je travaillais avec lui pour les devoirs? Parce que il était aussi super motivé. Moi, je pensais à faire mon concours. Donc, je me disais, OK, il me faut un entourage motivé. Et on faisait les devoirs et tout. Et dans les devoirs, moi, tout ce qui semblait évident, je ne prêtais pas la peine pour démontrer ça. Si ça me semblait trop évident, que c'était pas un peu compliqué, bon, pour moi, c'était OK, je vais faire ça après, je vais lire ça quelque part et je saurai comment il faut faire. Donc, je vais retenir. C'est pas ce que Kamga faisait. Kamga démontrait tout. Et en particulier, cet exemple me marque. Il démontre cette anthropologie. L'ensemble des réels est à la fois ouvert et fermé. Pour moi, ça va de pair. Voilà. Donc, vraiment, ne me dérange pas. C'est clair. C'est à la fois ouvert et fermé. D'ailleurs, c'est écrit là-bas. Donc, et puis la démonstration dans le livre n'est pas longue. Donc, vraiment, je peux lire ça et comprendre ce qui est dit. Mais Kamga veut démontrer ça tout seul. Ah Et waouh! donc, Il c'est fait la ça. démarche de lui tout seul essayer de le redémontrer. C'est ça, c'est ça. Et moi, ça me saoule un peu. Mais je regarde, mais après, ça me frappe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une bonne habitude, ça. Il faut que je prenne cette habitude-là. Et donc, grâce à lui, j'ai commencé à ne pas négliger même les petits arguments. D'ailleurs, c'était même devenu un marqueur. Dès que je me disais que cet argument, je crois qu'il est facile, quelques secondes après, je me arrêtais, j'ai dit, oh, Rinel, attention. Ça là que tu traverses, là, le diable est dans les détails, comme on dit. Et reviens dessus doucement. Donc, ouais, c'est les deux. C'est quelque chose à notre échelle maintenant, c'est vraiment toujours ça. Hein. Quand donc une grosse partie de notre travail, c'est de chercher et on écrit au brouillon. Puis vient le moment où on rédige vraiment l'article. Et alors, combien de fois, enfin, c'est commun que un truc où tu as dit, OK, je passe de cette ligne à cette ligne parce que c'est évident. C'est Et ça. après, quand tu essayes de le mettre au propre, tu fais, en fait, c'est évident, mais mais en essayant de l'écrire un peu plus en détail, c'est un peu compliqué. C'est Donc ça. c'est Plus toujours quelque compliqué. chose qui est valable encore à notre époque. Donc c'est une bonne habitude que tu as prise de justement de ne rien prendre pour évident dès le départ. Ouais. Et donc, c'est grâce à ces deux personnes-là qui me servent de médiation, qui me font tomber amoureux des maths. Et à la fin de la première année, je décide que je vais pas faire le concours. J'ai décidé de ne pas le refaire, juste parce que je ne voulais pas arrêter de faire des maths. Tu vois, je voulais continuer à faire des maths. Et donc, j'ai trouvé un moyen d'arranger ma conscience. C'était la phrase, on fait tout avec des maths. Donc, je sais que chez nous, par exemple, ils étaient pas très partants avec ce projet. Ils me disaient, ouais, pourquoi tu as travaillé pour ça, tout ça, pourquoi est-ce que tu le refais pas? Et l'argument qui m'a servi, c'était vraiment, tiens, vous savez qu'on fait tout avec des maths, donc je pourrais toujours après. Mais le cœur du truc, c'est que je voulais pas arrêter. D'accord? L'environnement était bien, j'aimais ce que je faisais, et je voulais aller jusqu'au bout de ça. C'était ça le cœur, c'était ça l'affectif. Il y avait de l'affectif là-dedans. J'ai argué avec les parents, mais ouais. Et tu n'as, même si tu aimais les maths, tu voulais continuer, il n'y avait pas une partie de toi quand même qui était déçue de pas devenir ingénieur électronicien? Parce que quand même, tu t'étais projeté sur ça assez tôt, quoi. Non, il n'y avait pas de déception, justement, parce que la rationalisation que j'avais produite pour la donner à mes parents, j'y croyais aussi. Donc, D'accord. pour moi, c'était vraiment, tu peux le faire après, on fait tout avec les maths. Et puis, il y a des passerelles. Donc, après la licence, il y a des passerelles, cette fois-ci sur études de dossier pour aller à Polytechnique Yaoundé. Donc, je me disais, ouais, je retarde juste de 2 ans. En fait, j'aime trop ça. Il n'y a pas de problème, je vais gérer ça dans 2 ans. Ok.
Et donc 2011, tu obtiens ton Bachelor of Science et 2011-2012, moi j'ai noté année de points, c'est ça? Oui, une année creuse. C'est une année où euh, donc j'avais produit la rationalisation que j'allais entrer à Polytechnique après la licence, mais en fait je n'avais plus envie de faire ingénieur. Donc j'ai même pas déposé les dossiers pour la passerelle. Je voulais continuer à faire des maths, mais en même temps je voulais faire des maths appliquées. Donc, il fallait que je fasse des choses qui étaient plus près de l'expérience, plus près des problèmes de la vie réelle. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que à l'université de Boyaï, ils n'avaient pas encore un master disponible. S'ils avaient eu un master, je serais resté. Et j'aurais trouvé quelqu'un qui fait des trucs plus appliqués. Les thèmes appliqués qu'il y avait là-bas, c'était l'épidémiologie, beaucoup de modélisation des maladies. Euh, D'ailleurs, il y a une forte collaboration entre des universités camerounaises et des universités françaises. Le professeur Pardoux à Marseille, par exemple, tient, tient des programmes collaboratifs sur ces modélisations-là. Mais il n'y en avait pas. Donc, je suis allé à Yaoundé. Yaoundé, c'était obligé d'aller à Yaoundé parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les grandes écoles où il y a si tu veux une place dans la société, il faut entrer dans une de ces grandes écoles, etc., etc. Donc là, je me dis, ok, je vais aller à Yaoundé et je vais regarder les opportunités pendant une année. Et je me disais, bon, il y a ICA. Je pensais à faire ICA. ICA, c'était ce que je voulais, c'était continuer à faire des maths, mais faire des maths appliquées. Et ICA, c'est en fait un institut supérieur de l'économie appliquée. Et je me disais, bon, là, ça va. Je vais parler d'économie, mais surtout, je vais faire des maths. Voilà. Je vais faire de l'économétrie et je vais mettre ça sous l'économie. Comme ça, je ne serai pas dans le besoin. Voilà. Je pourrais subvenir à mes besoins et puis ça va. Les parents se calmeront, ils sauront que ça va. Et donc, c'est l'année-là que je suis à Yaoundé pour ça. Il fallait faire un concours pour ICA, donc je prépare le concours d'ICA. Je prends une année pour ça parce qu'il me faut maintenant apprendre l'aspect économique. Et en même temps, je candidate pour les bourses étrangères parce que je me dis, bon, ok, tu as un bon dossier, profite de ça, tu cherches des bourses en maths appliquées à peu près partout. Et surtout, je connaissais mieux Internet, mieux utiliser Internet pour les opportunités. Et donc, je voyais qu'il y avait plein d'opportunités de maths appliquées à l'extérieur. Je me disais, mais pourquoi est-ce que si j'ai pas ça ici, autant tenter là-bas? Et donc, c'est ce que j'ai fait entre 2011 et 2012. Euh, C'était une année de césure, en fait. Et donc 2012, tu intègres MathMode. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le principe de MathMode? Donc, c'est un master. Et tu peux nous en dire plus sur ce master? Oui, oui. Mad Mode, c'est d'ailleurs un accident, donc je ne le découvre pas je ne le découvre pas sur Internet parce que c'est pas dans les trucs que j'ai en tête. En fait, c'est un aîné qui a eu la licence avant moi à Boya, qui lui l'a eu et qui me dit un jour, ouais, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Boya qui ont obtenu cette bourse. Et ils me disent, bon voilà, tu peux tenter ça. Et moi, je tente ça, bon, parce que bon, les aînés ont dit, donc pourquoi pas, voilà, tout ça. Ouais. Et ça commence, l'histoire change quand je reçois la notice d'admission, d'offre de bourse. Et là, je me dis, tiens, prête un peu plus attention à ce que c'est. Et là, je regarde le programme, je me dis, mais ça, c'est super cool, tu vois. C'est Erasmus Mundus. Donc, c'est la version Erasmus que les auditeurs doivent sûrement connaître. Donc, se déplaçant des universités en Europe. Maintenant, Mundus, c'est dans le monde. Les étudiants viennent du monde entier pour faire des programmes où ils se déplacent en Europe. Et là, quand j'apprends plus après l'offre de bourse, je me dis, ah tiens, ça, c'est super intéressant. Donc, euh, ça, je veux faire ça. Tu vois, c'est ça que je me dis. Ça, je veux faire ça. Et
je me souviens, on était 40 nationalités quand on est arrivé au premier semestre. Donc, c'est un programme entre 5 universités. L'université de l'Aquila en Italie. L'Aquila, c'est une ville à 2 heures de Rome. L'université de Nice en France. L'université de Hambourg en Allemagne. L'université de Barcelone en Espagne. Et puis l'université de, je crois que c'est Gdańsk en Pologne. Et on ne passait pas par les 5 universités, dépendant parce que c'est modélisation mathématique. Dépendant des sujets que tu veux modéliser, il y avait plusieurs parcours. Et moi, je m'intéressais à la finance, toujours économie-finance, parce que ce que je voulais vraiment faire, c'était faire des maths, mais ne pas être à l'abri du besoin. Et donc, mon parcours, c'était l'Aquila, Italie, Hambourg et Nice, France. Oui, et donc l'Aquila et Hambourg, tu as fait chacun un semestre pendant ton M1, donc pendant ta première année de master, premier semestre l'Aquila, deuxième semestre Hambourg, c'est ça? C'est ça. Et Et la Nice, dernière année, c'était ton M2. C'était mon M2, exactement. Et c'est un programme que je recommande à tous ceux qui sont intéressés. Regardez les programmes Erasmus Mundus de l'Union européenne. C'était vraiment une bourse qui était très très bien. On couvrait les frais, ça couvrait la pension. Il y avait un stipend, donc un revenu pour vivre. Et puis il y avait des frais de voyage entre les pays. Les seuls frais qu'il n'y avait pas, c'est le voyage initial. C'était super. Et surtout, le premier semestre, on est tous ensemble en tronc commun. Ça, c'est à l'Aquila. Et là, pour moi, c'était ouverture encore sur le monde. Parce que là, 40 nationalités. J'ai rencontré des gens d'Inde, des gens de Mongolie, des gens d'Allemagne, des gens du Canada, des gens de Chine, des gens du Nigeria, qui est plus voisin du Cameroun, mais que j'avais jamais rencontré, j'ai jamais travaillé avec des gens du Nigeria. Donc, super programme, juste pour l'ouverture sur le monde, c'est super. Mais après, pour même le contenu matériel, le contenu du programme, c'est super aussi. Premier semestre, on vous apprend toutes les bases de la modélisation. Le deuxième semestre, souvent, on vous apprend les outils numériques. Et le M2, dépendant de ce qui vous intéresse. Moi, je m'intéressais à la finance, application à la finance. Vous partez dans l'université, moi, c'était à Nice. Il y avait 4 autres applications. Et dépendant de ce que tu choisissais, tu pouvais revenir à l'Aquila, rester à Hambourg, partir à Gdańsk ou partir à Barcelone. C'était ça, super programme, je recommande chaudement. Ok, et donc super opportunité. Donc tu prends tes clics et tes claques et tu quittes le Cameroun. C'est ça. Bon alors du coup là, en termes de choc culturel, comme tu disais, il y a les gens avec qui t'étais, mais il y a aussi l'arrivée en Europe. Est-ce que t'as fréquenté là 3 pays quoi en très peu de temps. Est-ce que tu as noté des différences culturelles entre ces pays et avec le Cameroun dans la façon d'enseigner les maths? La différence avec l'université de Boya, ce que la faculté là-bas faisait, à Boya, la faculté était extrêmement présente. Je te dis, c'était un de nos garde-fous. Le staff était extrêmement présent. Ce que j'ai ressenti directement quand je suis arrivé à l'Aquila, c'est que il y aurait moins de cette présence-là. Donc, j'ai bien compris que 70% du travail, je devais le faire de façon autonome. Je sais pas si c'est parce que j'étais entré au second cycle ou si c'était aussi l'habitude dans le premier cycle dans ces pays-là. Mais c'est ça que j'ai ressenti très vite. J'ai ressenti que ça y est, là c'est seulement 30%. Et d'ailleurs, et je le sais parce que il y avait un premier examen, parce que quand on venait en tronc commun, c'est là que j'ai compris ça. On nous donnait rapidement un cours extrêmement rapide, 3 semaines, et on avait un examen après. Donc, ils appelaient ça homogénéisation, parce qu'on venait de programmes différents, donc ils voulaient qu'on ait à peu près la même compréhension, le même vocabulaire. Et j'ai bien senti lors de l'épreuve que, et d'ailleurs même en regardant les autres travailler, parce que aussi,
On avait 8 heures de cours par jour. Après, on avait des heures de TD ensemble. Donc, c'était vraiment très chargé cette période. Et je voyais bien que les autres, quand ils revenaient le lendemain, ils avaient fait un travail beaucoup plus rapide, beaucoup plus de travail que moi. Donc sur la même question qu'on avait discuté, eux, ils étaient allés lire beaucoup plus de choses. Euh, enfin, c'est ce que je pensais. Peut-être qu'aussi, parce que comme on vient de parcours différents, peut-être qu'en fait, ils avaient une expérience avant. Parce que souvent, les gens font ça en deuxième master. J'ai des amis qui viennent d'Iran, qui ont fait ce programme, c'était leur deuxième master, etc. Mais donc, j'ai saisi très vite que le cœur du travail se faisait hors de l'université. Donc, il y avait Ok. plus d'indépendance des étudiants, beaucoup plus d'indépendance des étudiants étrangers par rapport à nous, parce que nous, on dépendait beaucoup de nos TD. Donc, je les contactais extrêmement. Les office hours même, voilà, tiens, ça aussi, c'est un autre marqueur. Il y avait beaucoup moins d'office hours. Alors, pour Donc, expliquer ce que c'est que les office hours, c'est des horaires que les enseignants affichent sur lesquels ils disent être disponibles. Ils sont dans leur bureau et donc, sur ces plages d'horaires-là, n'importe quel étudiant peut venir pour poser n'importe quelle question et pour discuter avec le prof. C'est des moments d'échange privilégiés avec le prof. C'est pas trop une culture qu'on a nous en France d'avoir d'afficher des office hours. On est dans nos bureaux et si les étudiants veulent passer, ils peuvent passer, mais il n'y a pas voilà, de telle plage à telle plage, les étudiants peuvent venir. Je crois que ça correspond plutôt au système anglo-saxon. je crois, oui. Je crois que c'est ça, oui. Et donc, j'ai pas croisé ça en Italie, j'ai pas croisé ça en France. J'ai un peu croisé ça en Allemagne. Il m'a semblé qu'il y avait plus de temps disponible. Je peux comprendre que les professeurs n'aient pas beaucoup de temps parce que ils ont d'autres charges, mais les TD, les chargés de TD, tout ça, normalement, ils doivent avoir un peu plus de temps. Enfin, l'expérience que j'avais, c'était que eux avaient plus de temps et donc eux, ils avaient plus de office hours. Euh, et dans les 3 universités que j'ai faites, c'est à Hambourg qu'ils avaient vraiment plus de temps que partout ailleurs, qu'à Makula ou à Nice. Euh, mais c'était aussi beaucoup plus, ça te donnait plus d'indépendance. Donc, euh, moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais toujours l'impression d'apprendre quelque chose de neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'explorais beaucoup, beaucoup plus. Ce que je faisais un peu moins à Boya. Je ne pensais plus être ingénieur. C'était vraiment, je voulais faire maths appliquée. Et là, ça disait modélisation mathématique, MathModes, c'est le résumé de ça. Et ça disait application à la finance. Et moi, je voulais faire des maths, parce que quand je suis à l'université de Bouillard, je sais que je veux faire des maths. Maintenant, je veux faire des maths et être à l'abri du besoin. Donc, vaut mieux faire l'économie ou faire de la finance. Voilà. Donc, enfin, c'était ça à l'époque. C'était ça chez nous, dans notre esprit. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par des maths appliquées à la finance? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que tu te voyais concrètement être dans le milieu de la finance et faire tes maths? Tu vois, avoir des postes que maintenant on appellerait Des quants. exactement, les quants. Ou est-ce que tu te voyais quand même plutôt du côté académique, mais avec des applications à la finance? Non, c'était vraiment des quants. C'était D'accord. aujourd'hui on dirait data engineer ou Ouais, data data analyst, scientist. Ouais. data scientist. Mais à l'époque c'était vraiment quant. Il y avait et c'était aussi tout le monde de l'éconophysics. Donc les gens Mhm. qui faisaient de la physique et de l'économie, tout ça, donc ouais, c'était quant que j'avais en tête. Je savais, pour moi le projet c'était simple, j'allais faire ça, j'allais aller à Paris. J'allais rejoindre des équipes qui font du quant. Il y a des profils qui m'intéressaient beaucoup. J'allais faire des maths pures, mais ça allait modéliser les fluctuations boursières et les traders allaient s'en servir pour faire de l'argent. Euh, J'allais être important dans l'équipe. Mais donc ça veut dire qu'à ce stade, tu envisageais d'arrêter après le master parce que C'est ça. Pas d'arrêter de faire des maths, mais de faire des maths dans l'industrie. Donc oui, oui, oui. j'allais Mais que toujours ton faire. dernier diplôme soit un master. Avec C'est un ça. master, tu peux avoir le type de poste que tu voulais.
C'est ça. Mais c'était très clair dans mon esprit que j'allais continuer à faire des maths. Mais cette fois-ci, ça allait être mon dernier diplôme. Oui, c'est ça. Moi, je connais la suite de l'histoire et je sais que tu as un doctorat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as continué en thèse? Dis-nous tout. Donc, ton doctorat, pardon, avant que tu nous expliques, ton doctorat, tu es resté à Nice. Tu l'as effectué à Nice, Sophia Antipolis, avec, donc, sous la direction de François Delarue. Oui. Et comment est-ce que tu as continué? Comment j'ai continué? Donc, le M2, je fais un stage de M2, application, je fais ça à Nancy, à l'INRIA de Nancy. Et j'aime, c'est super. Après ça, je prépare les candidatures. Et il y a une force de repoussoir et une force d'attraction. La force de repoussoir, c'est que dans les interviews, la partie codage revient beaucoup. Donc ça revient plus fort que la partie théorie, la partie analyse, tout ça. Donc ça revient beaucoup. Je m'en sors à peu près, mais je sens bien que je suis pas à l'aise. Et puis il y a la partie attraction. La partie attraction, c'est un hasard. Donc à Nice, François Delarue, qui sera mon directeur de thèse, à l'époque est coordinateur, et il est toujours maintenant, du programme M2, du programme MathModes, le M2 qui est à Nice. Donc à Nice, c'est lui qui coordonne les MathModes qui arrivent à Nice. Et donc j'ai déjà une interaction avec lui, c'est cordial, il n'y a pas de souci. Et donc il nous a donné un cours sur le contrôle optimal. J'ai bien aimé le cours, et donc de temps en temps je regarde, je trouve qu'il expose très bien, que il y a une clarté quand je l'écoute, vraiment c'est extrêmement clair. Donc dans mon temps libre, pendant mon stage, souvent ce que je fais, c'est que je regarde des exposés de maths. Et un jour, je regarde un exposé qu'il a donné à l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, qui est sur YouTube. Et il donne ça sur la théorie des jeux à champ moyen. Je sors de cet exposé et je sais que ça m'intéresse. Je sais que je veux faire ça. De retour à Nice, j'en parle à François, je lui dis, j'aimerais savoir plus, j'aimerais travailler dessus. Est-ce que il y a des opportunités pour faire une thèse dessus? Et François me dit, y a pas de souci, on va faire un dossier et on va voir si on a un financement. Et c'est comme ça que ça part. Moi, en parallèle, je continue à candidater dans les entreprises. J'ai pas beaucoup de succès. J'ai beaucoup de difficultés avec la partie de codage. Et je me dis, bon, il y a pas de souci. Normalement, ça, c'est pas une barrière trop forte. Parce que quand tu vois qu'il te manque quelque chose, tu peux dire, OK, je vais continuer. Et puis, je vais rattraper ça. Mais j'ai déjà la base fondamentale pour faire quant. Mais je présente quand même la demande de financement pour la thèse, et un jour je reçois l'email de l'école doctorale qui me dit c'est positif, etc. Et là je me dis bon, ok, je vais faire ça. C'est ça. Mais vraiment, avant ça, je ne connaissais pas la théorie, et cet exposé, je la découvre, je vois qu'elle me plaît beaucoup, cette théorie, et donc je dis je vais apprendre ça. Donc encore une fois, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les parcours des différents invités. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est un peu dû au hasard quand même. Si tu n'avais pas écouté cet exposé de François à l'IHES, tu serais pas là où tu es aujourd'hui. Exactement. Il y a beaucoup de hasard. C'est vraiment des rencontres. C'est beaucoup d'aléas. Et donc, je vais donner le titre de ta thèse quand même. Exemple de restauration d'unicité et de sélection d'équilibre dans les jeux à champ moyen. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi parlait ta thèse plus précisément? Hello, c'est la Nathalie qui fait le montage et pas celle de l'entretien. Je me suis dit que ce serait le parfait moment pour recontextualiser les choses avant que Rinel nous expose son travail un peu plus en détail. Les équations qui nous intéressent sont des équations complexes. Pour autant, les questions que l'on se pose peuvent être les mêmes que celles que vous vous êtes posées lorsque vous étiez à l'école et que vous essayiez de résoudre des problèmes. Est-ce qu'il existe une solution à mon équation? Et si oui, est-elle unique? En effet, en EDP, on a parfois un très grand nombre de solutions pour une seule équation. Mais
comme Rinel et moi, nous faisons des mathématiques appliquées, c'est-à-dire que on se base sur des problèmes concrets, parfois, d'un point de vue mathématique, on a plusieurs solutions, certes, mais on sait celle que l'on observe dans la vraie vie, celle qu'on appellera donc la solution physique, ou encore, pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler ici, qu'on appellera la solution anthropique. C'est dans ce cadre que Rinel se place, et il illustre ça en donnant une image qui permet de bien visualiser. Il a 3 solutions, une à gauche, une à droite et une au milieu. Il va alors nous expliquer ce qu'il fait pour sélectionner. Il va notamment prononcer le terme de forçage aléatoire. Cela veut juste dire qu'il va ajouter un peu de bruit sur ses équations, d'une certaine façon, et que, parfois, ça lui permettra de récupérer une solution aléatoire. On parle de solution aléatoire parce qu'on n'a aucune certitude sur la tête qu'elle aura. Un peu comme si vous lanciez une pièce et que l'issue de votre lancer vous aidait à déterminer votre solution. Pile, vous serez la solution de gauche, face, vous serez celle de droite. Bref, Rinel vous expliquera tout ça bien mieux que moi, mais je voulais juste replacer le contexte de son questionnement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi parlait ta thèse plus précisément ? Oui, c'est une thèse qui s'intéressait donc au jeu à champ moyen et à comment est-ce qu'on peut restaurer l'unicité et comment est-ce qu'on peut sélectionner quand il n'y a pas d'unicité. Donc les jeux à champ moyen, c'est une théorie qui s'intéresse à comprendre les systèmes où il y a de grandes populations, ça peut être des agents, ça peut être des particules, mais qui doivent être en interaction faible ou interaction champ moyen. Le champ moyen lui-même, d'abord, c'est une distribution qui est censée représenter toute la population. Alors, la distribution, c'est, on va dire, c'est la loi, la règle qui décrit la population. Exactement. La théorie des jeux à champ moyen s'intéresse aux grandes populations en interaction champ moyen, et c'est une interaction faible parce que les agents ne sont pas en contact l'un avec l'autre. Leur interaction est médiée par la distribution. Donc moi je fais un truc, ça affecte la distribution. Enfin, c'est censé affecter la distribution. La distribution t'affecte et donc toi tu réagis, ça réaffecte la distribution. Comme toi tu es un parmi beaucoup de gens, Exactement. effectivement, c'est pour ça que c'est interaction faible parce que vu que ça va passer par ton champ, ben quand ça va revenir vers toi, ça va être tout petit puisque Exactement. tu n'es rien parmi la population. C'est ça. Tu es négligeable. Et d'ailleurs, c'est l'une des 2 hypothèses sur les 2 pieds sur lesquels la théorie s'appuie. Toujours l'idée, en tirant profit du fait que ce soit de grandes populations, donc il y a un grand nombre d'agents ou de particules. Le premier pied, les 2 théories fondamentales, les 2 hypothèses fondamentales, c'est les agents ou les particules sont échangeables. Donc c'est là qu'on retrouve l'idée de l'agent lambda, de la particule lambda, parce que ils sont échangeables. Donc ça c'est une hypothèse fondamentale dans la théorie. Et puis il y a l'autre hypothèse fondamentale qui est chaque agent individuellement est négligeable. Donc il n'a pas à sa possession de faire des actions qui peuvent drastiquement changer le comportement. Plus tard dans la théorie, il y a eu des attaques sur des moyens de dépasser ces hypothèses. Donc, par exemple, on a la théorie des jeux à champ moyen avec un joueur majeur. Donc là, on introduit un agent qui, lui, a du poids sur la distribution. Donc ça, c'était pour cette hypothèse-là. Par contre, l'hypothèse d'échangeabilité, ce n'est que ces dernières années, depuis 2018, à ma connaissance, qu'on l'attaque en mettant un réseau, en mettant les agents sur un réseau, de sorte que les agents ne sont plus échangeables parce qu'un agent, il appartient à un nœud. Comme tu dis, il faut comprendre que, alors, ce qui est typique, je vais donner des exemples, on va se baser sur la dynamique d'opinion. Les opinions évoluent entre les personnes et donc on peut regarder des modèles où on décide que un agent peut faire changer l'opinion d'un autre si leurs opinions ne sont pas très loin. Voilà. Exactement. C'est leur opinion, c'est la distance entre leur opinion qui va dire s'ils interagissent ou pas. Donc dans ce modèle-là, n'importe quel agent peut interagir avec n'importe quel autre agent. Maintenant, on peut partir du principe que dès le départ, on a un réseau
un graphe qui est Mhm. sous-jacent aux interactions. C'est-à-dire que dès le départ, par exemple, on peut dire que notre population, elle est divisée en 2 clans qui ne se parlent jamais. Peu importe, même Exactement. si ils ont des opinions identiques ou très proches, ils ne se parleront pas. Donc, il y a un réseau sous-jacent qui décrit les interactions possibles entre les différentes personnes. Et donc, ça peut être réinterprété et illustré par la théorie des graphes. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, mais dans ma thèse, ces deux hypothèses dans ma thèse sont maintenues. Aujourd'hui, la théorie essaye de les dépasser, mais moi j'étais dessus sur ces deux hypothèses. Et ce qui m'intéressait moi, c'était les cas où il n'y a pas unicité de solution. Donc, où je suis en train de m'intéresser à un tel système et il y a plusieurs équilibres possibles. Et moi, je voulais savoir comment est-ce que je choisis. C'était vraiment la question qui me taraudait. C'était, j'ai plusieurs solutions, comment est-ce que je choisis? Sous la direction de François m'introduit d'abord au forçage aléatoire et il me fait me rendre compte qu'en fait, avec des forçages aléatoires choisis de façon adéquate, je peux récupérer de l'unicité, restaurer de l'unicité. Deuxième partie, je veux savoir comment sélectionner parce que c'est ça le cœur du truc. C'est d'ailleurs dans la thèse, c'est ça qui a pris le plus de mon temps. C'était de savoir comment sélectionner une fois qu'il y a plusieurs. Et comme j'ai fait cette première partie, le forçage aléatoire produit en fait une méthode de sélection. Typiquement, il y avait 3 solutions dans les modèles que j'étudiais. La solution qui va sortir, qui dans notre cas était une solution anthropique, euh, était en fait une solution aléatoire. Et la solution aléatoire, c'était en fait soit avec probabilité 1/2, je prenais solution extrême à droite, soit avec probabilité 1/2, je prenais solution extrême à gauche. C'était ça la solution qui était sélectionnée par le forçage aléatoire. J'ai ajouté 2 autres méthodes pour sélectionner. Une des méthodes, c'était de dire, OK, j'ai 3 solutions, euh, mais dans le jeu à champ moyen lui-même, il y a un agent représentatif, cet agent lambda. Laquelle est-ce qu'il préfère? Et j'ai fait ce calcul-là et j'ai vu qu'il préférait la solution du milieu. Donc le forçage aléatoire trouvait la solution anthropique qui était 1/2 extrême à droite, 1/2 extrême à gauche, mais l'agent lambda dans le jeu disait, moi je veux la solution centrale. Et donc ça a causé des discussions vives avec François. Mais c'est intéressant c'est intéressant qu'il y ait cette dichotomie. Et on est allé dans un autre troisième principe de sélection, qui est de considérer qu'en fait, on allait commencer à résoudre le jeu fini. Donc, jusqu'ici, quand on dit grande population, en fait, ce qu'on veut dire, c'est une infinité d'agents. Donc, le jeu fini lui-même, on suppose qu'il y a un équilibre qu'on le caractérise. La caractérisation attrape la solution anthropique. Ok, super. On va passer sur la partie chercheur, même si on l'a déjà un petit peu abordé. Donc, tes thématiques de recherche, je pense qu'on est un petit peu familier, puisque c'est un peu dans la lignée de ce que tu as fait pendant ta thèse, que tu continues à travailler, il me semble. C'est ça. Sauf que maintenant, je m'attaque à l'hypothèse sur l'échangeabilité. Mhm. Je mets les agents sur les réseaux et l'idée, c'est que tous les agents ne soient plus échangeables. Et je fais aussi beaucoup de travaux appliqués. Euh, j'ai fait 2 travaux sur euh, le système énergétique, donc comment est-ce qu'on organise une décarbonation. Euh, et puis j'ai fait un travail là sur qui est encore en révision sur l'organisation industrielle. Comment est-ce que les prix se forment dans des secteurs spécifiques de l'économie. Donc énergie Ok, et économie, c'est ce sont les le champ applications. d'application. Ouais. Et est-ce que tu interagis vraiment avec des acteurs du secteur ou tu restes dans... Parce que j'aime bien dire qu'il y a maths appli et maths appli, maths Oui, appliqué oui, et maths appliqué. Il y a des maths appliquées qui sont vraiment avec, on va dire, directement en prise avec les acteurs du secteur auxquels ils appliquent leurs mathématiques. Et puis il y a les mathématiques appliquées qui sont plus en recul, qui restent en fait des mathématiques théoriques, mais qui sont dans des cadres, contextes concrets particuliers. Toi, tu te situes à quel niveau? je suis encore
Matt appelé. Donc je comprends ta séparation. Moi, je parle de modèle versus truth et modèle versus modèle. Et moi, je suis encore dans le modèle versus modèle. Les projets où j'ai été, c'est vraiment du modèle versus modèle. Et j'essaye d'aller plus vers du modèle versus truth. Ok. Et j'aime bien poser cette question. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ok, a day in the life of a researcher. Exactly. Qu'est-ce que je fais? Veille, diffusion, exploration. C'est ça que je fais. Donc j'ai séparé ça en 3 morceaux. Donc la veille, c'est je regarde ce qui sort dans la communauté des gens qui s'intéressent aux problèmes qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les résultats qu'ils ont trouvés, etc. La diffusion, c'est comment est-ce que je vais communiquer les résultats que moi je trouve par des conférences, par des articles de journaux, par des exposés. Et puis, ce que j'appelle exploration et exploitation. Je dis exploration et exploitation. Exploration, c'est les questions qui intéressent l'équipe dans laquelle je suis. Je vais un peu plus loin que ce qui intéresse l'équipe. Donc, voilà. Donc là, c'est dans l'équipe, par exemple, on a des réunions hebdomadaires et à la fin de la réunion, on se dit, bon, il faut que tu regardes un peu ce qui se passe avec tel problème. Ça, c'est la partie exploitation. Donc moi, je sais que je résous ça en ayant à l'esprit. Je vais en parler à la réunion suivante, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert en travaillant. Et puis, il y a la partie exploration où je vais un peu plus loin, où je vais à côté. Je fais un pas de côté. Donc, c'est pas, ça va pas intéresser l'équipe ou je vais quand même leur proposer, mais je sais que c'est pas, puisque je connais à peu près les affinités de tous les postdocs, mais je fais quand même ce pas de côté-là et tout. Donc ça, c'est le cadre conceptuel de mon travail. Dans la journée pratico-pratique, ce que je fais le matin, c'est la veille. C'est la veille que je fais le matin. C'est beaucoup plus, mon cerveau est beaucoup plus, puisque je suis un matinal, donc j'ai les idées claires, je peux comprendre mieux, c'est plus facile pour assimiler ce qui a été produit. J'ai les alertes Google là, j'ai les alertes ResearchGate pour être au courant de ce que les gens ont publié. Donc la veille, je fais ça le matin. La partie diffusion, c'est pas tous les jours. Ça arrive seulement quand j'ai assez de trucs sur le papier sur le papier pour le taper. Donc ça, c'est peut-être une fois par semaine. Je tape juste le cœur de ce qui fonctionne parce que la grande partie des calculs que je fais est à jeter. La grande partie. Donc je ne le garde pas. Et puis, ce que je fais surtout, c'est veille et exploitation. Donc quand j'ai fini la veille, je me dis ok, j'ai des notes là pour dire ok, telle question, ça intéressait ça, il faut que je vois si j'ai fait du progrès sur cette question-là. Et puis pour la partie exploration, c'est quand j'ai l'inspiration. Donc ça, je ne commande pas. Ça, c'est ça. Ouais, ça j'imagine, ouais. Et du coup, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir? C'est l'exploitation. C'est quand je fais de la veille, enfin si ça dépend. En fait, si, c'est l'exploitation. Parce que quand je fais de la veille, que je trouve un truc qui m'intéresse, que je trouve intéressant, tout m'intéresse. Mais quand je trouve un truc vraiment juteux, un des réflexes, c'est de dire, OK, fais le calcul. Fais le calcul, pose les équations sur un cas le plus simple possible. Va à l'équation de Langevin. Tu vois, juste dx égale alpha dt. Voilà. Et un brownien. OK. Commence avec ça et fais tous les calculs de là. Et ça, c'est la partie où j'aime vraiment beaucoup parce que je suis le papier. Le papier est bien Donc sûr plus dx général. égale alpha dt plus brownien. On est essentiellement en train de dire que la particule se déplace à vitesse alpha, mais qu'elle est un petit peu perturbée par du bruit. C'est Que ça. la vitesse, elle peut être, c'est pas vraiment alpha, c'est alpha plus un petit quelque chose, moins un petit quelque chose qui est aléatoire. C'est ça. Et qui est de l'ordre de racine de t. Donc, c'est de l'ordre de racine de t.
Okay. Donc, plus on va loin dans dans le temps, plus les déviations sont grandes. Euh, donc ça, c'est le niveau 0 que j'utilise. Et dès qu'un papier m'a super intrigué, je sors de la veille. Donc je ne termine pas toute la veille. Je sors de la veille, j'entre dans l'exploitation. Et ce que je fais, c'est que je lis le papier et je suis les démonstrations avec ce modèle minimal. Et là, je C'est saisis génial les de faire concepts. ça. Là, c'est vraiment comme ça que tu comprends, ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, super. Eh bien, écoute, merci, Rinel. On va passer à la carte blanche. On est sur la fin de cette émission. Oui. Alors, de quoi est-ce que tu veux nous parler? C'est à nouveau moi. Je veux juste vous introduire quelques prérequis qui vous aideront à bien suivre la carte blanche de Rinel. Dans celle-ci, on va parler de polynôme. Un petit rappel ou une explication de ce que c'est. Prenons votre variable préférée, la lettre x. Un polynôme va consister à multiplier des puissances de x par des nombres et à sommer ces choses. Exemple classique, ax carré plus bx plus c, que vous savez tous résoudre depuis le collège. On dit que c'est un polynôme du second degré, parce que la puissance la plus haute, ici, c'est 2. En fait, c'est comme ça qu'on caractérise le degré d'un polynôme. Donc, par exemple, 2x au carré plus 5x au cube plus x puissance 7, c'est un polynôme de degré 7, car 7 est la puissance la plus élevée sur les x qui apparaissent. On va également parler de tangente à une courbe. Si ça ne vous parle pas du tout, le plus simple, tapez tangente à une courbe dans la section images de votre moteur de recherche préféré. Parfois, une image vaut 1000 mots. Je vous laisse reprendre l'écoute. De quoi est-ce que tu veux nous parler? Je veux parler des approximations de Padé. J'ai appris ça il y a quelques mois. Les approximations de Padé, voilà, c'est dans le mot, c'est des approximations. À l'école, quand on nous forme, il y a des choses qu'on appelle des fonctions analytiques. Une fonction analytique, c'est une fonction qui peut être approximée par un développement de Taylor. Bien, voilà. Et donc, les formes de développement de Taylor, c'est on approche la fonction par des polynômes autour d'un point d'intérêt. Le développement de Taylor, à la fin, c'est un polynôme de taille infinie. Et puis, il y a le développement limité où tu t'arrêtes à certains degrés. Okay, Vous connaissez exemple. déjà ça dans le sens où, quand vous regardez une courbe, vous connaissez quelque part le développement à l'ordre 1, puisque vous savez que quand vous avez une courbe, vous pouvez dessiner la tangente. Et Exactement. La tangente, c'est une droite. Et donc, quand on écrit son expression, ça donne ax plus b. Donc ça, c'est un polynôme de degré 1. Exactement. Et donc ça, quand vous êtes proche du point, vous voyez bien que autour du point, il n'y a pas une énorme différence entre votre courbe et votre tangente. Bah, ça, c'est un exemple d'approximation par un polynôme de votre courbe. Et donc, on fait ça à des degrés plus élevés avec les développements de Taylor. C'est ça. Et plus on augmente les degrés, plus la différence locale est petite. Mm-hmm. Et donc le développement de Taylor permet des bonnes approximations locales. Et par local, on entend autour d'un point d'intérêt. L'autre point d'intérêt peut être 0. Vous voulez faire un développement autour de 0. Et plus vous augmentez les degrés dans le développement de Taylor, plus vous êtes, l'approximation est proche de la fonction de départ. Et donc, c'est un outil puissant. Les fonctions analytiques c'est l'ensemble des fonctions qui peuvent être bien approximées par des développements de Taylor. Et c'est un super outil. Ça permet de décomposer les fonctions quand on veut traiter plus finement, comprendre le comportement des fonctions. Les approximations de Padé, c'est autre chose. C'est toujours des sommes de polynômes, mais des ratios de polynômes. Donc, vous avez un polynôme au numérateur, un polynôme au dénumérateur. L'avantage que ça a, c'est que si vous faites une approximation de Taylor, bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Si vous faites une approximation de Taylor au point d'intérêt aujourd'hui, la dernière information que vous avez sur le processus que vous observez, le processus réel dans le vrai monde,
vous avez donc une fonction qui est une bonne approximation du processus. Par contre, vous pouvez pas anticiper le futur. Donc, ce qui se passe avec Taylor, c'est que si vous gardez la même approximation, demain, après-demain, etc., l'erreur est plus grande. Les approximations de Padé, eux, sont différentes. Ils ont l'avantage que localement, vous faites moins bien que l'approximation de Taylor, le développement de Taylor. Par contre, sur le long terme, si à un instant T, vous avez fait 2 développements de Taylor et de Padé, sur le long terme, la Padé se comporte mieux que la Taylor. Alors, pas sur toutes les fonctions, Oui, au moins sur les fonctions analytiques, on voit que ça se comporte mieux. d'accord. Et ça c'est intéressant parce que c'est intéressant en pratique. Le développement de Taylor a un coût de calcul très très plus élevé. Et donc ce que les gens font, c'est qu'ils se sont dit, ok, je vais pas faire de développement de Taylor à chaque instant T. Je vais faire un développement de Padé ou une approximation de Padé. Et puis je vais laisser couler ça pendant un certain temps. Et tant que l'erreur n'a pas dépassé ma tolérance, je ne recalcule pas. D'accord, ok. C'est ça. Et là, je fais beaucoup mieux que quelqu'un qui faisait des développements de Taylor à chaque temps, parce que lui, peut-être qu'il fait mieux sur le processus, il est plus près, mais ça lui coûte plus. Ouais, Donc c'est quand ça. il fait En termes de coût computationnel, c'est ça. mais c'est un aspect, quand on fait des maths appliquées, qui est hyper important parce qu'on travaille avec des machines et l'idée, c'est d'optimiser le travail de ces machines, de pas trop les fatiguer, de pas trop les solliciter. Donc, on a tout Exactement. intérêt à faire attention à ce genre de choses. Exactement. Ouais, super intéressant. Je vais aller regarder ça aussi. Merci beaucoup pour cette carte blanche. Eh bien, écoute, Rinel, on arrive à la fin de cette émission. On va finir avec les recommandations pour les auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose à recommander qui serait sympa à aller regarder? Oui, oui. Il y a la chaîne YouTube. Alors pour les auditeurs, malheureusement, c'est pour ceux qui comprennent l'anglais, donc ils peuvent le saisir. Sinon, Mais il y a YouTube qui sous-titre automatiquement et qui traduit. Donc, même si vous aussi, n'êtes pas anglophone, vous pouvez mettre les sous-titres. Et petit rappel, c'est toujours intéressant, si vous voulez faire des sciences plus tard, c'est hyper important l'anglais. Donc, ça peut aussi être le moyen de se familiariser avec l'anglais scientifique, de regarder ce genre de chaîne. Donc, commencez en mettant les sous-titres automatiques français. Et quand vous vous sentez de plus en plus à l'aise, mettez les sous-titres automatiques anglais et puis ensuite retirez-les petit à petit et vous verrez, ça vous servira forcément dans votre carrière. Et donc ta chaîne, c'est cette chaîne-là, c'est 3B, 1B. OK. Donc 3B, donc vous tapez ça, c'est 4 caractères. 3, le chiffre 3, la lettre B, le chiffre 1, la lettre B. Et c'est une chaîne d'un vulgarisateur de mathématiques. La particularité de cette chaîne, c'est des visualisations fantastiques. Des visualisations excellentes. C'est vraiment très clair. Moi, par exemple, grâce à cette chaîne, j'ai eu un nouveau regard sur la notion d'entropie, OK. mais cette fois-ci de la théorie de l'information, Oui. parce qu'il a vraiment très très bien expliqué ça. C'est beaucoup de talent, cette chaîne. Je sais pas si c'est une personne, ça doit être une équipe. Et donc, mais c'est des maths et c'est bien visualisé, et c'est super. Super, bah écoute, je connaissais pas cette chaîne. Une chose de plus à aller regarder. Du coup, moi, je recommande aux auditeurs le podcast Maths en tête de Alexandre Morgan. C'est un podcast hebdomadaire dont la durée des épisodes varie entre 3 et 7 minutes et qui en fait souvent va partir d'un lieu commun et va le traiter via le prisme des maths. Donc, exemple, pourquoi les bouteilles de vin font-elles 75 centilitres pourquoi je ne chose pas du 27 alors que mon pied fait 27 centimètres Koh-Lanta et les probabilités maudites, etc., etc. Et il y a aussi quelques épisodes qui sont sur des personnalités de maths, le petit Gauss, Sophie Germain. Enfin, voilà, c'est hyper rafraîchissant, c'est intelligent, c'est fait avec de l'humour. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Je les ai bingés, c'est-à-dire j'ai découvert le podcast et en un jour j'avais tout écouté. J'ai appris plein de trucs. Enfin bref, c'est à consommer sans modération. Maths en tête. Vous tapez ça sur votre
fournisseurs de podcasts préférés, Apple Podcasts, Spotify. Ça va ressortir, en fait. Moi, j'avais tapé mathématiques dans les podcasts et ça ressort assez vite parce que je crois que c'est un des plus influents sur le thème. Mais pour ceux qui le connaissaient pas encore, je vous le conseille, vous serez pas déçus. Ouais, super. Je le connaissais pas, je le découvre. Mais en même temps qu'on parle, j'ai fait une petite recherche et puis ça a l'air super chargé là. Je suis sur le site web. Ça a l'air Non, il y a riche, vraiment plein de trucs. super Ouais, riche. c'est riche et vraiment ça s'adresse à tout public. Qu'on aime les maths, qu'on n'aime pas les maths, qu'on soit au collège, au lycée, en post-bac, chercheuse, ça peut parler à tout le monde. Donc allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Ok. Alors, écoute, c'est le moment de conclure. J'aime bien finir en posant toujours la même question à mes invités. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Cette année, je suis en train de faire un pas pour transitionner dans le travail. J'essaye d'aller plus vers le modèle versus truth et j'espère que cette transition réussira. Je m'attends à ce que ce soit un peu difficile, un peu de friction, mais je souhaite vraiment qu'il y ait un soft landing, comme on dit, un atterrissage doux, confortable, positif, un résultat positif. C'est ça, cette année, que j'espère réaliser. Tu ressens le besoin d'être plus en prise avec les acteurs directs ? D'où te vient cette envie ? Peut-être que c'est une partie rémanente du fait que je voulais l'intérêt à la physique que j'avais quand j'étais plus jeune, l'intérêt du concret. Quand je pensais vraiment les expériences dans ma tête. On les faisait, j'avais des professeurs qui nous faisaient faire les expériences. Peut-être que c'est ça. Mais aussi, peut-être que c'est ça qui est dans l'arrière-plan. Mais aussi, dans le temps plus récent, je crois que c'est vraiment le fait que je me suis intéressé à toutes ces applications et que je veux juste en savoir plus, je suis plus curieux, je veux comprendre comment l'industrie fonctionne, je parle d'entreprise, je parle d'organisation, je veux toucher ça du doigt, c'est un peu ça. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors pour toi, pour cette année et pour la suite et puis merci encore, c'était vraiment un super moment. Merci pour l'invitation, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Merci beaucoup Renel. Et voilà, vous savez maintenant tout du parcours de Renel et de ses perspectives futures. J'aime beaucoup l'évolution dans son appréhension des maths. D'un simple outil, qui d'ailleurs parfois l'ennuyait un peu, elles se sont révélées être d'une beauté chavirante qui lui ont fait remettre en perspective tous ses plans. La magie des maths a encore frappé. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcasts ou Spotify, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Ça prend très peu de temps et moi, ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.